Francosphère. Dominique Rodrère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère, un demi-tour en arrière d'un demi-millénaire. Nous sommes en l'an de grâce 1518 et il ne fait pas bon être strasbourgeois, sauf à être évêque. Le bon peuple, lui, ploie sous les épidémies, de la peste au choléra. Plus rien à manger, au point que certains dévorent leurs propres enfants, d'autres se contentent de leurs excréments. Quand la tête ne va plus, il reste les jambes, alors on danse, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Jean Telet nous raconte cette étrange et non moins historique contagion dans Entrer dans la danse chez Julliard. Pour son goût de l'enfance, la cuisinière, Babette de Rosières, se souvient des herbes de sa grand-mère guadeloupéenne, une panacée universelle à mettre au chômage le médecin de famille. En 2018, le surmenage ne nous fait plus danser, mais chercher le monstre qui est en nous. C'est ce qui se passe dans T-Rex, la prescription théâtrale de Patrice Lédy-Cosac. Et le Speak French de Jean-Marie Chazot va nous ramener au vieux français en l'honneur de notre invité. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Jean Telet. Bonjour. D'avoir participé à l'émission L'Assiette Anglaise sur Antenne 2 à l'époque ne vous dispense pas de vous exprimer sur la francophonie. Mais le français, est-ce que c'est la langue que l'on parle à Strasbourg en 1518, époque de votre roman ? Non, pas du tout, parce que Strasbourg n'était pas en France, ça faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Et en plus, c'était une ville qui avait une situation particulière, c'était ce qu'on appelait une ville libre. C'est-à-dire que c'était une petite république à l'intérieur des remparts de Strasbourg, à tel point qu'ils battaient leur propre monnaie. Là, il y a la monnaie strasbourgeoise. Et donc voilà. Et puis alors, ils parlaient alsacien, parce qu'ils ne parlaient pas allemand non plus. Alors pour parler en langage d'aujourd'hui, on dirait qu'ils avaient un statut d'autonomie. Oui, mais c'est ça, exactement. Et il y avait le maire de la ville en 1518 qui s'appelait Andreas Dragenfeld. C'était aussi le chef du gouvernement, forcément. Et c'était une ville qui était dirigée que par des bourgeois. Et tous les ans, on désignait un membre d'une des corporations des métiers de Strasbourg pour diriger la ville, seulement pour un an. Et c'était par exemple les métiers de la bouche, les métiers du bois, les métiers du tissu, de l'orfèvrerie, je ne sais pas quoi. Et en 1518, quand est arrivée cette épidémie de danse, c'était un brasseur, donc Andreas Dragenfeld, qui a dirigé cette ville pendant un an. Et à la fin, il en avait vraiment marre parce qu'il a eu tous les emmerdements qu'on peut imaginer. Donc on faisait déjà de la bière à Strasbourg il y a un demi-millénaire. Ouais, absolument. Ouais. Alors 1518, auparavant vous avez écrit sur François Fillon, oh là là, non, François Villon. Souvent François les gens Villon. Oui. Non, François Fillon, l'idée ne me serait pas venue. Voilà. Et puis il était celui-là d'autres mœurs, ou peut-être pas, je ne sais pas. Héloïse et Abélard, qu'est-ce qui vous attire dans ces époques reculées ? J'aime bien aller dans l'histoire, essayer de découvrir des pépites et de raconter ça. Et ça me décolle en plus, moi, du monde réel en allant dans une autre époque avec d'autres gens et tout. Et ça, moi, ça me fait du bien. Et j'ai l'impression que ça fait du bien aussi aux lecteurs parce qu'ils sont beaucoup à acheter mes livres. Donc voilà. Vous en retirez l'impression que l'homme reste toujours le même partout, quelles que soient les époques et les lieux? Ah oui, oui. Et souvent, je dis que moi, en fait, je fais semblant d'écrire des romans historiques, mais qu'en fait, je parle d'aujourd'hui parce qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes qui se répètent tout le long de l'histoire. Ouais. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Jean Telet, le romancier aux multiples vies, Corinne Alexia va tenter d'en faire un condensé dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Jean Telet ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Mais si, Telet est un dessinateur de BD. Mais non, comme son nom l'indique, c'est un de ces gens de télé. Un people qui vit avec une actrice. Non, vous n'y êtes toujours pas. Jean Telet est un historien spécialiste de la Saint-Barthélemy, de la danse de Saint-Guy, de la Montespan et des cornes du Marquis. Moi, le Jean Telet que j'ai connu était un petit gars de banlieue qui a eu la chance d'avoir des parents communistes. Son père était le réparateur de chaises de Louis Aragon. Jean Telet ? Mais non, c'est le plus grand écrivain français, juste derrière Patrick Modiano, qui le dépasse seulement de 2 cm. Jean Telet, c'est un champion cycliste sans vélo, un sourire à la radio.
Un sourire à la radio. Ce qui frappe en effet chez vous, Jean Tellet, c'est cet éternel sourire, comme si vous n'en reveniez pas d'être devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Ah mais c'est vraiment ça. Moi je suis fils de concierge, ma mère était concierge à mairie d'Arcueil, mon père était donc menuisier, puis ouvrier menuisier. Et moi, enfant, on m'aurait dit la vie que j'allais avoir. J'aurais dit, je suis d'accord, ouais, je m'y attendais pas du tout. Votre roman Entrer dans la danse, c'est votre façon de raconter une actualité de l'époque, avec vos initiales, un JT, ça s'impose. Toute une ville se met à danser pour oublier tous ses malheurs. Comment se fait-il qu'un fait aussi extraordinaire ait autant disparu des annales ? Parce que c'est une histoire qui est pas du tout à la gloire du clergé catholique de Strasbourg. Parce qu'ils se sont comportés tellement mal et ils ont réglé ce problème de façon tellement radicale qu'ils ont toujours essayé d'étouffer cette histoire ou de la minimiser au maximum. Parce que vraiment, c'est la honte du clergé. Et moi, je me suis fait un malin plaisir de tout balancer. Ouais. Personne n'avait rien à manger pendant que le clergé s'en mettait plein la panse ? Exactement, le clergé, ils étaient richissimes. Et tout à l'heure, je disais que, par exemple, que les bourgeois dirigeaient la ville, et donc tous les nobles se sont retrouvés dans le clergé. D'ailleurs, l'évêque Guillaume de Holstein de l'époque était un prince. Pour être même chanoine, il fallait être comte ou baron et avoir 14 quartiers de noblesse, et il se goinfrait, il piquait l'argent à tout le monde. Quand il y a eu cette famine, la ville avait prévu des greniers remplis de nourriture pour, en cas de disette, dès que c'est arrivé ce problème, ils ont vidé leur grenier pour donner à manger aux gens. Le clergé, lui, avait des couvents, des églises remplies de nourriture, de boissons, de céréales, de salaisons, de choux et tout. Ils ont refusé de distribuer la nourriture aux gens pour spéculer en se disant ça va peut-être être encore plus cher. Donc ils se sont comportés de façon absolument immonde. Donc on crève de faim, on crève de toutes les maladies. Et quel rapport avec la danse ? Eh bien, on ne sait pas. Et ça, c'est un grand mystère. On sait comment ça a démarré. Ça a démarré le vendredi 12 juillet 1518 vers midi. Une femme qui s'appelait Enline Trophéa est sortie avec un petit son nourrisson dans les bras. Et puis, elle est allée sur un pont, le pont du Corbeau à Strasbourg. Et là, elle a jeté son enfant à la rivière. Elle a fait ça parce qu'elle avait fini d'allaiter et qu'il y avait tellement rien à manger qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas nourrir son enfant. Et beaucoup de femmes faisaient ça. Et c'était Enline Trophéa, quand elle est revenue chez elle, dans une rue qui existe toujours à Strasbourg, qui a un nom génial, la rue du jeu des enfants. Tout d'un coup, cette femme était dehors et s'est mise à danser dans la rue. Et tous les gens de la rue qui étaient dans des situations catastrophiques comme elle, en la voyant, ont été comme aimantés, se sont approchés d'elle et se sont mis à danser. Ils ont été de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter de danser. Ça dure. Mais ils dansaient nuit et jour pendant des semaines entières jusqu'à tomber d'évanouissement ou à mourir de crise cardiaque, les pieds en sang, les cartilages apparents. Et ça a été une vraie folie, quoi. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Le Belge Stromae, Ouais. alors on danse. Ah, Vous mais aviez c'est- sa chanson en tête ? Mais non, je l'ai découvert après, mais vraiment, c'est comme si c'était la chanson du livre, parce que c'est vraiment ça. Les gens ne croyaient plus en rien, étaient complètement désespérés. Et d'ailleurs, il y a une femme qui a dit des mots juste avant d'aller danser, un petit peu les mots que dit Stromae. Et on sait qu'elle a dit « on n'a plus rien ». Alors on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça. Et c'est étonnant, cette chanson, comme elle
correspond à mon livre. Est-ce qu'on peut parler de transe collective ? Oui, c'est ça. Et une danse de désespoir. On n'a plus que ça à faire, quoi. Il y a plus que ça à faire. Il y a quand j'écrivais le livre, j'ai entendu, je crois que c'est sur France Info, une journaliste qui revenait de Syrie, qui racontait que quand elle marchait dans Alep, au milieu des décombres et tout, à un moment, elle est passée près d'une maison où il y avait le toit qui s'était écroulé, un mur qui était aussi par terre. Et puis, elle a entendu du bruit. Elle est rentrée et elle a vu une femme sur un tas de gravats où il y avait des corps d'enfants, peut-être les siens. Et la femme était toute seule dans les gravats en train de danser. La journaliste raconte qu'elle a voulu aller lui prendre la main pour la faire sortir, pour pas que les autres murs lui tombent sur la tête. Et la femme l'a rejetée et a continué à danser au milieu des corps d'enfants et des gravats. Cette débauche collective, c'est aussi ce qui fait le lit du protestantisme, de la réforme de Martin Luther. Exactement. Et c'est le comportement c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que le protestantisme est le fruit du catholicisme. Si les catholiques de l'époque s'étaient pas aussi mal conduits, il n'y aurait pas eu la réforme. Parce que en plus, à cette époque-là, Léon X, le pape de l'époque, qui était un Médicis, voulait faire construire la basilique Saint-Pierre de Rome, et plutôt que de la payer avec son argent, alors qu'il en avait plein, vendait des indulgences. Et les indulgences, c'était vraiment une escroquerie incroyable. C'est-à-dire que si on donnait de l'argent au clergé, plus on en donnait, plus ça faisait des réductions de peine, de purgatoire ou d'enfer. Et si les gens donnaient pas d'argent, et à l'époque, ils pouvaient pas donner, ils en étaient à bouffer leurs mots, mais ils étaient menacés d'être enterrés sur une colline en dehors des remparts de Strasbourg, qu'on appelle la colline du bourreau. C'était la seule terre non bénite de Strasbourg, donc c'était une garantie d'enfer à perpétuité. Francosphère, Dominique Rodrère. Nous sommes en compagnie de Jean Telet pour son dernier roman à la fois historique et extravagant, Entrée dans la danse, à Strasbourg en 1518, quand le sol se dérobe sous vos pas, quand la vie ne vaut plus rien, rongée par les épidémies et l'absolue pauvreté. Il ne reste plus qu'à danser, ni révolte, ni révolution, mais contagion. La population est saisie par cette frénésie, jour et nuit, jusqu'à y perdre la vie. Avant de revenir à cette rêve partie qui tourne au cauchemar, nous allons chercher le réconfort dans les herbes médicinales que la célèbre cuisinière Babette de Rosières présente à Anne Bonneau comme son goût de l'enfance. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui se réveillait très tôt, 5 heures du matin, était déjà dans sa cuisine. Et derrière sa maison, il avait son jardin. Et elle pouvait tout soigner. T'as la grippe, va prendre ça. T'as la fièvre, va prendre ça. T'as mal aux dents, tu prends ça. T'es constipé, tu vas prendre ça. Je n'ai envie de rien. Il faut se nourrir. Et il faut se guérir et oublier cet homme. J'ai été nourrie et soignée avec les produits de mon nez, là. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux, n'est-ce pas? On n'allait pas chez le médecin. J'ai appris à aller cueillir les fruits, j'ai appris à connaître les herbes. Je connais toutes les herbes des Antilles. Moi, je rentre dans une forêt, je sais. Je sais exactement où aller, où il faut prendre et tout ça. Ah oui. Ça, c'est une culture aussi. C'est comme les épices. Moi, je connais toutes les épices parce que c'est ma culture. Fouiller tout là pour péprosium là. J'allais creuser pour enlever l'igname, pour enlever la patate douce. Ça me plaisait beaucoup. Et puis avec les feuilles de patate douce, on l'utilisait comme des épinards. Mais j'ai appris plein de choses avec ma grand-mère, même si je ne faisais pas la cuisine. Mais ma grand-mère m'a quittée, j'avais 15 ans. C'est un peu moche. C'est le plus gros chagrin que j'ai eu dans ma vie. La perte de ma grand-mère. Et c'est ça qui m'a orientée vers la cuisine, vraiment. C'est elle qui me protège. La cuisine, ça a toujours été dès le départ un truc de bonne femme. Jusqu'ici, tout va bien. Tant que la femme est dans sa cuisine et fait la popote pour son mari, ses enfants, c'est normal. Et puis, ça ne fait pas de mal à une jeune fille d'apprendre la cuisine, n'est-ce pas, Sabrina? Mais quand une femme décide d'être chef de cuisine, c'est un autre programme, surtout si elle vient des Antilles, elle est black, elle est femme, donc elle a plein de défauts au départ. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. C'est une question de vie ou de mort.
Et vous, Jean Telet, qu'est-ce que vous aimiez manger quand vous étiez petit, que vous ne faisiez pas près de 2 mètres comme aujourd'hui? J'ai un souvenir de ma mère qui, quand l'après-midi, quand j'étais, dans ma chambre en train de dessiner et tout, arrivait toujours vers 4 heures avec une assiette dans laquelle elle écrasait des bananes à la fourchette et elle mettait, une orange pressée dessus et puis un petit peu de sucre et c'est en fait, c'est ça le goût de mon enfance. Babette nous parle de la perte de sa grand-mère dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Vous avez connu des grands chagrins de jeunesse dont on ne se remet pas? Ah, moi aussi, j'avais une grand-mère, assez extraordinaire, qui avait des phrases marrantes. Elle disait, souvent, elle disait: «Que de malheur sur terre, tout ça pour finir en dessous». C'était pas mal et moi, j'ai jamais connu mon grand-père et un jour, je lui ai dit, «Mais mémère», je l'appelais mémère, «Mais mémère, la dernière fois qu'un monsieur t'a dit: "Je t'aime", c'était quand?» Et elle m'a répondu: «Oh là là, mon petit Jean, depuis bien longtemps, il y a plus que le vent qui soulève mes jupes». Babette a percé grâce à sa cuisine. Dans votre roman, on est très loin du moindre geste gastronomique. Il faut se nourrir d'expédients, je disais tout à l'heure, même de ses propres enfants parfois pour ne pas crever de faim. Oui. Et puis ils allaient même autour des hôpitaux de pestiférés, de lépreux et tout, où à l'époque il n'y avait pas de latrine, donc on balançait les excréments des malades par les fenêtres, et les gens étaient en bas et ramassaient ça dans leurs mains et mangeaient ça. Ils en étaient là. Il Oui. y a de quoi danser, hein. Ouais, en effet. Donc justement, à propos de Babette et de ses herbes en Guadeloupe, j'imagine que vous avez une pensée émue pour les Antilles, la Guyane, qui viennent de s'arrêter de danser avec la mort du roi Vaval et la fin du carnaval jusqu'à l'année prochaine. J'ai jamais assisté à ça, mais ouais, ça devait être quelque chose. Oh, moi, j'ai beaucoup aimé la Guyane, ouais. Puis j'aime bien moi, la cuisine épicée et tout. Ah, puis j'adore ce type de cuisine. Ouais, ça, c'est tout ce que j'aime. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroite de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. La fin de Danser sur moi de Claude Nougaro. Danser sur moi, c'est ce qui finit par se passer dans ce Strasbourg de 1518. Certains danseurs, Jean Telet, le font sur les cadavres de ceux qui sont tombés. Ben oui, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que ça a dû être, mais hallucinant à voir, parce que Strasbourg, c'était une ville de 15 000 habitants et il y a eu plus de 2000 morts à cause de la danse. Oui, ce qui est la absolument folie. considérable, évidemment. Oui, et mon livre, en fait, raconte l'histoire de cette danse, de son apparition jusqu'à sa disparition, et comment le maire de la ville et l'évêque essayent de résoudre ce problème en se disant, mais c'est pas possible. Toute la ville ne va pas se mettre à danser et à crever, c'est fou. À l'échelle de la France d'aujourd'hui, c'est 7 millions de morts dans une population de 66 millions d'habitants. De quelle forme de danse il s'agit? C'est une ronde, c'est une sarabande, chacun danse pour soi Oui, c'était des rondes, ce qu'on appelait des caroles, des tresques, la danse des cigognes, des danses alsaciennes, quoi. C'était des vraies danses. L'évêque, lui, disait que c'était une danse de Saint-Guy. Et c'est pas possible, parce que la danse de Saint-Guy, c'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses, voilà. À un moment aussi, ils ont pensé, est-ce que c'est le haut mal? C'est-à-dire, est-ce que c'était une crise d'épilepsie collective? Mais ça l'était pas, parce que les danseurs n'avaient pas d'écume baveuse aux lèvres. On a aussi pensé que c'était peut-être une autre maladie qu'on appelait le feu de Saint-Antoine, qui est en fait une crise d'ergotisme. L'ergot de seigle, c'est la moisissure du seigle. Si on fait du pain
avec du seigle moisi. C'est comme si on prenait du LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD, c'est la reconstitution chimique de l'ergot de seigle. Et ça rend fou, évidemment, mais ça peut pas être ça non plus, parce que l'ergotisme diminue l'afflux sanguin dans les membres, donc empêche mécaniquement de danser. Donc c'est rien de tout ça. Et c'est un truc unique. Ça n'est jamais arrivé sur Terre avant 1518. Ça n'est plus jamais arrivé après. C'est une maladie unique que Shakespeare, dans une de ses pièces de théâtre, appelle The Dancing Plague, la peste dansante. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonus-sphère culturel de Francosphère. Pour se distraire de cette longueur ineffable, Patrice Elédi-Cozac est allé constater au théâtre qu'il y avait plus malheureux que lui. C'est le cas d'un jeune banquier un peu dépassé quand il est bombardé chef de service. Ça se passe dans T-Rex, la fable du tyrannosaure et du banquier. T-Rex, c'est le récit à travers le parcours d'un simple salarié au cœur d'une entreprise bancaire de l'un des maux de ce siècle qui nous broie et qui nous noue inexorablement et sans pitié, le burn-out. À ce titre, l'auteur et comédien Alessandro Pezzini et la metteur en scène Marie Guibourg jouent formidablement sur toutes les imageries qui collent à ce fléau. D'abord à travers les objets du quotidien, la machine à café, café en partage au début, puis café qui tend, puis qui énerve, et tous les autres objets du bureau qui tour à tour symboliseront les collègues du narrateur. Alessandro Pezzini joue sur toutes les cordes sensibles, tantôt mesquin et drôle, cynique et touchant. Nous sommes immergés dans la peau de ce salarié qui pète peu à peu les plombs, progressivement, subrepticement, emportant au nom de l'ascension sociale et professionnelle sa vie personnelle et tout son être dans un chaos dont nous ne vous dirons pas la fin. T-Rex, chronique d'une vie de bureau ordinaire ou comment se retrouver vidé de toute son humanité au profit d'une inhumanité dont on rêverait qu'elle soit en voie d'extinction dans nos sociétés. Danser contre l'adversité, Jean Telet, c'est prouver son humanité? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est un moment, c'est le cerveau qui se décolle du corps et puis il n'y a plus que le corps qui bouge et tout. Et voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, toute cette histoire, c'est comme si c'était l'histoire de la première rave party au monde, la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle. Alors justement, ce qui ancre aussi vos personnages dans le XVIe siècle, il y a pile 500 ans, plutôt qu'aujourd'hui dans le XXIe, c'est que leur détresse, leur burn-out, on pourrait dire aujourd'hui, ça se traduit par une dérive physique et non pas psychologique. Ils dansent jusqu'à l'épuisement, ils ne pensent pas jusqu'à l'épuisement. Mais oui, ils ne pensent pas, ils peuvent plus penser, quoi. Ils se révoltent même pas. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que tous ces gens-là ne soient pas allés fracasser les portes des couvents et des églises pour piquer la bouffe que gardait le clergé et tout. Qu'ils n'aient pas fait une sorte de révolution. Mais pour faire une révolution, il faut espérer quelque chose. Tandis que là, ils étaient plus dans l'espoir. Ils étaient même plus dans le désespoir. C'était, allez, on danse. Et puis c'est tout ce qu'on a à faire, on danse. Et vous qui écrivez plus vite que votre ombre, Jean Telet, le burn-out, le surmenage, vous connaissez? Non. Mais moi, je suis très privilégié. Je fais ce que je veux. J'écris quand je veux, au rythme que je veux. Enfin, tout va bien. Moi, je suis vraiment privilégié. La dernière séquence de l'émission, c'est le Speak French de Jean-Marie Chazot sur le mode que reste-t-il du temps d'antan dans le vocabulaire d'aujourd'hui. À brûle-pourpoint, avoir maille à partir, une cotte mal taillée ou faire ripaille, autant d'expressions qui nous viennent tout droit du Moyen-Âge. Mais l'ancien français n'était pas aussi compréhensible que celui parlé par Christian Clavier dans Les Visiteurs, quittant le XIIe siècle pour se retrouver face à la quatrelle d'un facteur noir. Messire, un sarrasin! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Dans un épisode de la série canado-irlandaise Viking, il faut en revanche bien s'accrocher pour reconnaître quelques mots dans le discours que tient en français du IXe siècle la princesse Gisela de France au guerrier Rollo. Fille de grand lignage suis, non de folle pute garçonnière. Ni elles audrait air de vivre qu'à s'offrir que telle glotte des putères matochaste. Gisela de France qui le reste du temps parle le plus souvent en anglais avec un accent français quand tous les autres personnages échangent dans un anglais impeccable et des plus contemporains.
Oui, pas simple, hein, Jean Telet. Est-ce qu'il y a un mot de vieux français que vous affectionnez particulièrement? Ah, sûrement, mais je suis pas sûr de le trouver là. Mais oui, parce que comme j'ai écrit des livres un livre sur François Villon, par exemple, ou Villon, c'est pratiquement pas compréhensible, tellement c'est une autre langue. Mais là, c'est énervant, c'est quand je vais quitter l'émission, je vais dire, mais comment j'ai pas pu dire tel mot ou tel mot, mais forcément, oui, j'en connais En plein. tout cas, vous avez résolu la question de la langue dans votre livre Entrer dans la danse. Bon, il y a un peu de latin, un peu d'allemand, mais le français, plus tel qu'on le parle aujourd'hui qu'il y a 500 ans, le plaisir d'écrire, ça passe par l'absence de contraintes, par le fait de pouvoir parler l'argot, par exemple. Oui, oui, j'aime bien mélanger dans mes romans historiques des expressions de l'époque et des expressions modernes. Et moi, je me dis que c'est pas aux gens du XVIe siècle que je m'adresse, ils sont tous morts, donc m'adresse à des gens d'aujourd'hui. Et puis j'aime bien aller sur deux pattes, hein, une patte de langage de l'époque, une patte de langage actuel, et faire ça un peu comme une danse d'ailleurs. Ouais. 1518-2018, le fait que cette histoire se passe il y a pile 500 ans, ça a été déterminant pour vous dans le choix du sujet? Non, c'est un hasard. Non, j'ai appris ça. Puis quand j'ai appris que c'était 1518, je me suis dit, bah, ça c'est rigolo, mon livre va sortir, mais pile 500 ans après. Ouais. Vous êtes prêt à jouer les MC, les maîtres de cérémonie à Strasbourg, si la ville se décide à commémorer le demi-millénaire, hein, oui c'est ça, de cette grande sarabande? Mais là j'y étais il y a 3-4 jours à Strasbourg, et l'adjoint au maire à la culture m'a promis qu'il allait me réinviter à Strasbourg, parce qu'il va y avoir une grande exposition à Strasbourg sur cette danse, et là il a décidé qu'on allait faire un flash mob tout d'un coup, et qu'on allait être plein de gens à danser devant la cathédrale, sur la place de la cathédrale. Ça peut avoir de la gueule, ça. Et vous-même, vous êtes un bon danseur? Non, je suis un mauvais danseur, et en plus, comme je suis très grand, je bouscule un petit peu tout le monde. Mais j'aime bien ça, mais je suis vraiment pas un bon danseur, non. Merci beaucoup, Jean Telet. Merci à vous, c'était vraiment agréable cette émission. Nous recommandons à nos auditeurs d'entrer dans la danse avec vous grâce à votre roman Chez Julliard. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Patrice Lédi-Cozac, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessaumes.